Ali Baba et les 40 voleurs. Il y a bien longtemps, vivaient dans une ville 2 frères. Leur père leur avait laissé un petit héritage qu'ils eurent tôt fait de dépenser. Cassim, l'aîné, était marchand et vendait des soieries et des objets précieux au bazar. Il se maria et par chance sa femme, issue d'une riche famille, lui apporta une grande dot qui lui permit de faire prospérer son commerce et de multiplier ses biens. Mais le frère cadet, nommé Ali Baba, était pauvre et il le demeura. Il gagnait sa vie comme bûcheron à la lisière de la forêt. Il ramassait chaque jour du sarment et du bois pour le feu, qu'il chargeait sur 3 mulets pour les vendre au bazar. Toutefois, il vivait très heureux avec sa femme, qui était aussi pauvre que lui et ne lui avait apporté aucune richesse. Un jour, alors qu'Ali Baba avait pénétré au cœur de la forêt pour trouver du bois sec, il aperçut soudain bon nombre de cavaliers avançant droit sur lui. « Que font-ils dans la forêt ?» se dit-il. « Ce sont certainement des voleurs qui veulent m'attaquer moi aussi. » Pour ne pas être vu, il poussa ses mulets dans les fourrés et grimpa en toute hâte en haut d'un arbre qui se trouvait près d'un grand rocher plat. Le feuillage épais le dissimulait complètement, mais lui pouvait contempler toute la scène. Les hommes chevauchèrent jusqu'au rocher, mirent pied à terre et attachèrent leurs chevaux. Ali Baba comprit qu'il avait vu juste. Ils étaient munis de sabres et d'autres armes, et chacun des chevaux portait sur la croupe une sacoche bien remplie. Il fit le compte et vit qu'il avait affaire à 40 voleurs. Soudain, le chef de la bande se posta devant le rocher et dit d'une voix forte : « Sésame, ouvre-toi !» Alors, dans la paroi rocheuse s'ouvrit sans un bruit une grande porte. Les hommes entrèrent et le mur se referma derrière eux tout aussi silencieusement. Ali Baba resta longtemps immobile dans son arbre. Il n'osait pas en descendre par peur de voir les voleurs réapparaître à tout instant. Il finit par se décider à prendre un des chevaux et à ramener ses mulets chez lui par le plus court chemin. Mais alors qu'il allait se mettre en route, la porte s'ouvrit sur les voleurs. Le chef prononça alors ces paroles : « Sésame, ferme-toi !» La porte se referma et disparut au regard. Les 40 voleurs bridèrent leurs chevaux, remirent en place les sacoches maintenant vides et s'en allèrent. Ali Baba les suivit des yeux sans bouger pour éviter d'être aperçu. Alors la curiosité l'envahit. Qu'est-ce que ce rocher pouvait donc renfermer ? Il avait bien retenu les paroles du chef et il décida d'aller voir de ses propres yeux. Il descendit de son arbre, se posta devant le rocher et dit : « Sésame, ouvre-toi !» La grande porte s'ouvrit de nouveau et il entra. Le rocher se referma derrière lui, mais cela ne l'effraya pas du tout. Il connaissait les formules magiques. Il pensait découvrir une petite grotte, mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une caverne avait été taillée dans la roche, à hauteur humaine. La lumière, qui ne filtrait qu'à travers quelques fissures et quelques trous au plafond, éclairait l'endroit, faisant scintiller des trésors inouïs. De tous côtés, il vit des balles énormes, remplies des soieries les plus somptueuses et des piles de tapis de la plus grande valeur. Des tas d'or et d'argent gisaient dans le plus grand désordre, alors que des sacs de cuir gonflés de pièces d'or avaient été alignés juste à côté. Jamais Ali Baba n'avait contemplé autant de richesses. Les voleurs qui l'avaient surpris n'avaient pas pu cacher seuls tous ces trésors pilés. Des générations de voleurs avant eux avaient dû les y aider. Mais il ne s'attarda pas en ces lieux, de crainte de voir les voleurs revenir. Sans accorder plus d'attention aux étoffes et aux tapis, aux bijoux et aux pierres précieuses, il se dirigea vers les sacs remplis de pièces d'or. Il en rassembla autant que ses mulets pouvaient emporter et les disposa devant la porte. Alors il dit : « Sésame,
ouvre-toi !» Et le mur coulissa. En un clin d'œil, il alla chercher ses mulets et les chargea avec les sacs. Puis il dit: « Sésame, ferme-toi !» Et aussitôt, la caverne disparut. Il recouvrit les sacs d'or de bois afin que personne ne puisse les voir et conduisit ses mulets par le plus court chemin jusque chez lui. « Ma femme !» dit-il doucement mais fermement lorsque la porte de la cour se fut refermée derrière lui. « Viens m'aider à décharger !» L'épouse sortit de la maison. Lorsqu'elle découvrit sous les fagots de bois les sacs et qu'elle remarqua qu'ils étaient remplis d'or, elle faillit se mettre en colère. « Âme perdue que tu es, te voilà donc mêlée aux voleurs !» s'écria-t-elle. « Tu as sûrement volé tout cet or. »« Tais-toi, mais tais-toi donc !» ordonna Ali Baba. « Aide-moi à rentrer les sacs à la maison et je te raconterai toute l'histoire. Surtout, n'ajoute pas un mot, il ne faut pas que les voisins t'entendent. » Dans la maison, il étala tous les sacs sur la table et conta son aventure. Les yeux de sa femme s'écarquillaient au fur et à mesure de son récit. Elle déversa les pièces d'or et voulut se mettre à les compter. « Arrête !» dit Ali Baba impatient. « Aide-moi plutôt à creuser un trou pour ravir cet or au regard indiscret. »« Mais j'aimerais savoir à peu près combien tu as rapporté, » répondit-elle. « Je cours chez ma belle-sœur, la femme de Cassim, emprunter un boisseau. Ainsi je pourrai mesurer plus vite. » Ali Baba tenta de la retenir. « Mieux vaut ne pas le faire. Mais si tu tiens à y aller, alors ne dis pas un traître mot de ce que je t'ai confié, sinon nous sommes perdus. » Sa femme promit de garder le silence et se rendit dans la demeure de Cassim. « Belle-sœur, » demanda-t-elle, « sois gentille et prête-moi un boisseau pour une petite heure. »« Un grand ou un petit ?»« Un petit, cela me suffira. » Que peut bien posséder la femme d'Ali Baba en quantité telle qu'elle ait besoin d'un boisseau pour le mesurer, se demanda la femme du riche frère. La pauvreté n'est-elle donc pas son seul bien? Et en cachette, elle graissa rapidement le fond du boisseau avec un peu de cire et de goudron et l'apporta à sa belle-sœur. Celle-ci s'empressa de rentrer chez elle et elle mesura les pièces d'or avant qu'Ali Baba ne fasse disparaître les sacs dans la terre. Puis elle rapporta le boisseau sans remarquer qu'une pièce d'or était restée collée au fond du récipient. La femme de Cassim eut beau regarder encore, elle n'en crut pas ses yeux. De l'or pur! Voilà ce que sa belle-sœur avait mesuré à l'aide du boisseau. Elle était terriblement impatiente que son mari rentre à la maison. « Cassim, tu prétendais être riche, mais ton frère l'est beaucoup plus que toi. Regarde ce que j'ai trouvé au fond du boisseau après l'avoir prêté à sa femme. C'est de l'or pur qu'ils ont mesuré. Il ne leur a pas suffi de compter, non, ils en ont rempli des boisseaux entiers. » Et elle lui montra la pièce d'or à l'effigie d'un roi disparu depuis longtemps. Cassim eut du mal à trouver le sommeil. La jalousie le tourmenta toute la nuit. Dès le lendemain matin, il se mit en route et accabla son frère de reproches. « Ali Baba, tu possèdes de telles richesses et moi, ton frère, tu ne m'en fais pas profiter ?»« Je ne vois pas ce que tu veux dire, parle plus clairement, » dit Ali Baba pour essayer de gagner un peu de temps. Mais Cassim lui montra la pièce d'or qu'il serrait dans la main. « Voilà ce que ma femme a trouvé dans le boisseau quand on l'a apporté de chez toi. Dis-moi comment tu as accédé à tant de richesses ou je t'accuse devant les tribunaux. » Ali Baba savait qu'il ne pouvait s'opposer à son frère aîné, et il lui raconta tout ce qui lui était arrivé dans la forêt près du rocher. Il lui révéla aussi les paroles magiques. Une nouvelle fois, Cassim ne ferma pas l'œil de la nuit. Avant l'aurore, il sortit, loua 10 mulets, les sella et les conduisit dans la forêt jusqu'à l'endroit dont Ali Baba lui avait parlé. Impatient de prononcer les formules magiques, il se posta devant le rocher et dit « Sésame, ouvre-toi » Alors, la caverne s'ouvrit sous ses yeux et il entra, ébahi dans la pièce étincelante d'or et de pierres précieuses. Le mur de pierre se referma de lui-même derrière lui, mais Cassim n'y prêta aucune attention. Il fouilla avidement tous ses trésors et rassembla autant de sacs remplis d'objets précieux que ses mulets pouvaient en transporter.
Puis il se rendit jusqu'à la sortie. Mais dans sa hâte et sa convoitise, il avait oublié la bonne formule et dit « Orge, ouvre-toi !» Le mur ne s'ouvrit pas. Il énuméra toutes sortes de céréales qui lui venaient à l'esprit. « Millet, ouvre-toi !»« Seigle, ouvre-toi !»« Riz, ouvre-toi !» Mais en vain. Le mot sésame semblait soudain effacé de sa mémoire, et il se retrouva prisonnier de la caverne. Désespéré, il se mit à arpenter la pièce, oubliant les sacs pleins à craquer. Il ne craignait plus qu'une seule chose, mourir. C'est alors qu'il entendit dehors des bruits de sabots et des voix fortes, et devina que les voleurs arrivaient. Tremblant de peur, il se tapit dans un coin tout près de l'entrée, afin de pouvoir s'échapper au plus vite dès que le rocher s'ouvrirait. Les voleurs, qui avaient chevauché toute la journée à travers la forêt, s'étaient étonnés d'y voir autant de mulets en liberté. En effet, Cassim, dans sa précipitation, avait oublié d'attacher ses bêtes. C'était le moment que Cassim attendait. Dès que la porte s'ouvrit, il sortit de la caverne tête baissée et heurta violemment le chef. Mais les autres voleurs aussi s'étaient attroupés autour de l'entrée, et l'un d'eux brandit son sabre. D'un seul geste, il trancha Cassim en deux. Puis les bandits se précipitèrent dans la grotte. Abasourdis, ils regardèrent les sacs rassemblés devant l'entrée et les rapportèrent à leur place. Ce faisant, ils ne remarquèrent pas qu'une partie des trésors avait déjà disparu. Une question les tourmentait. Comment quelqu'un avait-il pu pénétrer dans la caverne? Personne d'autre qu'eux ne connaissait le chemin qui y conduisait, et encore moins la formule magique ouvrant la porte. Afin d'effrayer tout autre inconnu, ils pendirent les deux moitiés du corps de Cassim dans la caverne, de part et d'autre de la porte de roc. Puis ils refermèrent la porte et vaquèrent à leur occupation habituelle. La femme de Cassim attendit longtemps que celui-ci revienne. De plus en plus soucieuse, elle se reprochait sa curiosité, qui avait rendu son mari jaloux de son frère et l'avait poussé à agir sans réfléchir. Elle finit par se rendre chez son beau-frère, Ali Baba, pour lui faire part de sa grande inquiétude. Il tenta de la consoler, mais plus la nuit avançait, plus son agitation grandissait. À l'aube, il prit les mulets et se rendit dans la forêt pour chercher son frère. Une fois arrivé au rocher, il découvrit avec stupeur des traces de sang sur le sol. Alors il prononça la formule magique, et lorsque le mur de pierre coulissa, il découvrit le corps de Cassim. Plongé dans une grande affliction, il décrocha les deux morceaux, les enroula dans des étoffes et les accrocha sur un mulet, sans oublier de bien les recouvrir de sarment. Puis il chargea les deux autres mulets de sacs d'or dérobés aux voleurs et se hâta de rentrer chez lui sans se faire remarquer. Là, il donna les sacs à sa femme et la pria de les enterrer sans faire de bruit dans un trou profond. Il conduisit le mulet chargé de son triste fardeau jusqu'à la demeure de sa belle-sœur. La pauvre femme faillit hurler de désespoir lorsqu'elle découvrit le corps de son mari. Mais Ali Baba lui conjura de rester silencieuse et de ne pas se lamenter trop fort, afin de ne pas éveiller l'attention des voisins. Il lui raconta ce qui s'était passé dans la forêt. « Noble femme, dit-il, tout dépend de notre discrétion. Nous ne pouvons rien changer au destin. Mais tu ne dois pas rester seule et abandonnée. Attends la fin du deuil et je te prendrai pour épouse dans le respect des honneurs et de la coutume. Ma première femme te recevra avec gentillesse, car elle a bon cœur. » Voilà comment Ali Baba chercha à consoler sa belle-sœur avant de l'abandonner à son deuil silencieux. Cassim avait une esclave nommée Morgiane, qui était une jeune fille d'un grand discernement et d'une extrême intelligence. C'est avec elle qu'Ali Baba régla l'organisation des funérailles de son frère. Morgiane comprit très vite, s'entoura d'un voile sombre et se rendit d'un bon pas chez un apothicaire. Elle demanda un remède à base de plantes que l'on utilise habituellement en cas de maladie grave. « Qui donc est si malade chez vous ?» voulut savoir le pharmacien. Morgiane poussa un profond soupir.
Mon maître Cassim le marchand est malade à en mourir. Nous ne savons même pas s'il reverra la lumière du jour. » Puis elle se hâta de rentrer avec le remède. Le jour suivant, elle se rendit de nouveau au bazar et demanda de ces remèdes que l'on tente d'administrer aux mourants. « Je ne crois pas que mon maître aura la même force d'avaler ces gouttes, » dit-elle en soupirant. De son côté, Ali Baba attendait que l'on entonne les chants funèbres dans la maison de son frère avant d'y retourner pour participer aux funérailles. Quant à Morgiane, elle se rendit à l'aube du 3e jour au bazar, recouverte de son voile sombre. Les échoppes étaient encore fermées. Seul Baba Mustapha le tailleur était déjà au travail. Il confectionnait des toiles et cousait des linceuls. Morgiane lui donna une pièce d'or en disant « Bande-toi les yeux et suis-moi ». Le tailleur hésita, mais Morgiane lui donna une nouvelle pièce d'or et il se laissa conduire les yeux bandés. Elle ne lui ôta le bandeau que dans la chambre plongée dans l'obscurité et elle dit « Voilà, recouds ces morceaux et confectionne un linceul dans lequel le corps pourra être enterré. Si tu travailles vite, je te donnerai une autre pièce d'or. » Le tailleur accepta avec cupidité, et quand il eut fini, Morgiane le ramena les yeux bandés à son échoppe. L'esclave si rusé prépara les funérailles, s'entendit avec l'imam dans la mosquée et fit réciter les prières funèbres. Enfin, elle marcha en tête du cortège, sans voile et pleurant à chaudes larmes, tandis qu'Ali Baba et les autres suivaient la dépouille. Ali Baba demeura 40 jours dans sa maison en signe de deuil. Puis il apporta ses biens dans la demeure de son frère et épousa officiellement sa veuve, qui commença alors une nouvelle vie. Personne, hormis le nouveau couple et la servante Morgiane, n'avait eu vent du secret. Le fils de Cassim reprit le commerce de son défunt père et devint un habile marchand. Mais voilà qu'un jour, les 40 voleurs revinrent dans la caverne et ils furent extrêmement surpris de ne pas retrouver le corps de l'infortuné Cassim. Ils ne virent aucune trace de lui, mais ils réalisèrent que de grandes quantités d'or avaient été emportées. Le capitaine dit alors « Il faut que nous tirions cette affaire au clair. Quelqu'un d'autre que le mort connaît le secret de cette caverne, ainsi que la formule magique. Et si nous ne parvenons pas à le trouver, il va nous ravir tous nos trésors. » Un des voleurs proposa « Je vais me déguiser en marchand et me rendre au bazar. J'y apprendrai si quelqu'un est mort en ville ces derniers temps et où il demeurait. Peut-être cela nous fournira-t-il une bonne piste. Si j'échoue, je le paierai de ma vie. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et il advint qu'au petit matin, dans le bazar, le voleur déguisé ne trouva d'ouverture que la boutique de Baba Mustapha, déjà occupé à confectionner ses tissus à une heure si matinale. Le voleur le salua et interrogea. « Comment est-ce possible de travailler dans l'obscurité et alors même que tu couds si finement ?»« J'ai de bons yeux, » répondit le tailleur. « Ils sont si bons que j'ai même recousu, il n'y a pas si longtemps, les morceaux d'un cadavre dans une pièce entièrement sombre. »« Tu veux dire que tu as cousu un linceul ?» s'enquit le voleur. « Non, non, ne m'en demande pas plus, » dit le tailleur pour ne pas avoir à répondre. Alors le voleur lui glissa une pièce d'or dans la main et dit « Je ne veux pas t'en demander plus, mais tu pourrais peut-être me montrer la maison où tu as fait ce travail. » « C'est tout à fait possible, » affirma le tailleur fièrement. « On m'a peut-être bandé les yeux, mais je suis malin et j'ai compté mes pas. » Le voleur lui tendit une nouvelle pièce d'or et le tailleur l'emmena avec lui, compta ses pas et s'arrêta devant la maison où habitait désormais Ali Baba. « C'est sûrement là. » Le marchand déguisé lui donna une autre pièce d'or et le tailleur rentra au bazar. Puis le voleur marqua la porte de la cour d'un signe de craie blanche et retourna dans la forêt. Peu de temps après, Morgiane quitta la maison pour se rendre au bazar. Elle s'étonna de voir le signe de craie et se dit qu'un ennemi avait certainement marqué la maison pour la reconnaître. En un clin d'œil, elle marqua toutes les portes des environs du même signe et une fois satisfaite, elle poursuivit son chemin.
Entre-temps, le voleur avait rapporté au chef qu'il avait trouvé la maison du coupable et l'avait marquée d'un signe de craie. Alors, sur ordre du chef, ils se rendirent tous en ville en prenant de chemins différents. Le voleur conduisit son capitaine droit sur la porte de la maison d'Ali Baba et dit « C'est là que j'ai tracé un signe ». Le chef regarda autour de lui et découvrit le même signe sur toutes les autres portes. « Laquelle est la bonne ?» demanda-t-il. Le brigand en fut bien désemparé. Il ne resta plus aux 40 voleurs qu'à se rassembler de nouveau dans la forêt. « Celui-ci a échoué et n'échappera pas à sa punition, » dit le chef. « Mais qu'allons-nous faire à présent ?» Un deuxième voleur se manifesta. Il promit de trouver la maison du coupable et de payer de sa vie dans le cas contraire. Lui aussi se déguisa, et le hasard voulut qu'il rencontre également le tailleur au bazar. Le tailleur, qui était devenu très riche en peu de temps, conduisit l'homme jusqu'à la porte de la maison d'Ali Baba et reçut une pièce d'or en échange. Le voleur voulut se montrer malin, et il marqua la porte avec de la craie rouge. Puis il partit chercher ses compagnons. Mais Morgiane aussi était sortie tôt ce matin-là, et elle découvrit le signe de craie rouge. Sans avertir les habitants, elle peignit des signes rouges sur toutes les portes, puis elle prit le chemin du bazar. C'est ainsi que la deuxième tentative de retrouver la maison échoua elle aussi. Le chef se montra impitoyable et fit exécuter le voleur malchanceux. Puis il se mit lui-même en route, après que le tailleur lui eut également montré la maison. Il n'y peignit aucun signe, mais il en retint la position exacte. Il forgea un plan et dit à ses voleurs « Allez chercher 19 mulets. Chacun d'eux doit être chargé de 2 grands sacs d'huile de moutarde. Vous êtes 37 hommes en tout. 37 sacs doivent rester vides, afin que vous puissiez vous y cacher, mais le dernier doit être rempli d'huile bien fraîche. Je vais me déguiser en marchand et me rendre ce soir dans la maison que j'ai repérée. Je dirai au maître des lieux qu'il est trop tard pour que j'aille au caravansérail et je lui demanderai l'hospitalité. Ne faites aucun bruit jusqu'à minuit, puis à mon signal, vous surgirez des sacs et nous attaquerons la maison. » Il fut fait ainsi. Il rencontra Ali Baba devant sa maison et lui demanda de les héberger, lui et ses mules, pour la nuit, car il s'était mis en retard. Ali Baba ne le reconnut pas et l'invita volontiers dans sa maison. Les mulets furent conduits dans la grange, puis Ali Baba appela sa servante Morgiane et lui dit « Mon hôte ne doit manquer de rien. Prépare-lui de quoi manger et un lit pour dormir. Je ne vais pas tarder à me retirer. Demain matin, je veux aller au bain dès l'aube. Dis à l'esclave Abdallah de me sortir des vêtements propres et prépare-moi un bon bouillon pour que je puisse boire à mon retour. » Ali Baba se retira. Le chef dîna et se rendit encore une fois dans la grange, prétextant vouloir jeter un œil sur ses mulets. Il chuchota à ses hommes cachés dans les sacs. « Quand à minuit vous entendrez ma voix, ouvrez les sacs à l'aide de vos couteaux et venez m'aider. » Puis il se coucha et Morgiane resta seule à accomplir les ordres de son maître. Elle prépara une tunique blanche et la donna au serviteur Abdallah, afin qu'il puisse l'emporter le lendemain matin. Elle mit une marmite sur le feu et commença à préparer le bouillon. Mais lorsqu'elle voulut voir s'il bouillait déjà, elle se rendit compte que toutes les lampes manquaient d'huile. « Que faire ?» demanda-t-elle au serviteur. « Je n'y vois vraiment rien. »« Pourquoi t'inquiéter ?» répliqua-t-il. « Dans la grange, tu trouveras 38 sacs remplis d'huile. Va en prendre une cruche, le marchand ne t'en voudra pas pour si peu. » Morgiane alla à la grange avec sa cruche. Quand elle s'approcha du premier sac, le voleur qui s'y trouvait pensa que le chef venait les chercher et il murmura « Le moment est-il venu de sortir ?» Morgiane sursauta, mais elle reprit très vite ses esprits et dit « Non, pas encore. »« Qu'est-ce que cela signifie ? Ces sacs ne contiennent pas la moindre goutte d'huile, se dit-elle. » Elle comprit qu'il y avait là quelque chose de douteux. Elle passa donc devant les sacs et répondit chaque fois « Non, pas encore. » Puis elle réfléchit. « Mon maître a accueilli ce marchand parce qu'il l'a pris pour un marchand d'huile. Mais c'est en fait un brigand qui attend maintenant le moment propice pour nous attaquer et nous tuer.
Quand Morgiane s'approcha du dernier sac, elle y trouva de l'huile. Elle en remplit sa cruche, revint à la cuisine et ralluma les lampes. Entre-temps, elle avait conçu un plan. Elle posa une grosse marmite sur le feu et la remplit avec de l'huile puisée dans le dernier sac. Puis elle attisa le feu pour que l'huile se mette à bouillir. Et quand ce fut fait, elle versa l'huile bouillante dans de grandes cruches qu'elle vida les unes après les autres dans les 37 sacs, si bien que tous les voleurs, puisqu'il leur était impossible de s'enfuir, moururent ébouillantés. Elle accomplit tout cela sans faire le moindre bruit et sans qu'aucun des occupants de la maison ne s'en rende compte. Un peu plus tard, le chef se réveilla. Et comme il n'entendait pas un bruit, il pensa que le moment était venu d'exécuter son plan. Il se rendit dans la grange et murmura « Sortez maintenant !» Mais rien ne bougea. Il répéta son ordre « Sortez maintenant !» Mais comme aucune réponse ne venait, il alla voir si ces hommes s'étaient endormis. À son grand effroi, il trouva tous les sacs brûlants et dans chaque sac un cadavre ébouillanté. Il comprit que son plan avait échoué, et craignant pour sa propre vie, il sortit de la grange, grimpa par-dessus le mur du jardin, prit ses jambes à son cou et disparut dans la nuit. Morgiane attendait dans la cuisine. Mais la maison demeura calme. Alors elle remarqua que le marchand d'huile s'était enfui, et elle se coucha enfin rassurée. Ali Baba et Abdallah se mirent en route de bon matin pour se rendre au bain. À leur retour, Ali Baba s'étonna de voir que les mulets du marchand d'huile étaient toujours dans la grange. « Pourquoi mon hôte n'a-t-il toujours pas emmené ses bêtes au marché ?» demanda-t-il à l'esclave. Morgiane le pria de rentrer d'abord à la maison, et elle lui servit le bouillon qu'elle venait de préparer. Alors elle lui raconta tout ce qui s'était passé dans la nuit. Ce marchand d'huile était un voleur et un assassin qui voulait s'en prendre à vous. Quand je voulus chercher cette nuit un peu d'huile pour ma lampe, je découvris que les sacs portés par les mulets contenaient tous ses compagnons. Je ne voulus pas faire de bruit et je leur réglai leur compte en leur versant dessus de l'huile bouillante. Puis leur chef s'est enfui en passant par-dessus le mur du jardin. Voyez vous-même. Ali Baba sortit et put vérifier tout ce que Morgiane venait de lui dire. Il comprit que les voleurs étaient sortis de la forêt pour retrouver sa maison et qu'il devait sa vie aux heureuses initiatives de son esclave. Avec le serviteur Abdallah, il creusa un trou profond pour y enterrer tous les cadavres des voleurs, puis il aplanit de nouveau le sol. Les jours suivants, il ordonna qu'on conduise de temps à autre 1 ou 2 mulets au bazar pour qu'on les vende. Ainsi, le grand nombre de bêtes n'attira pas l'attention, et personne n'apprit ce qui s'était passé dans la demeure d'Ali Baba. Le chef des voleurs s'était réfugié dans la forêt. Mais il lui était impossible de retrouver son calme. Tant qu'Ali Baba resterait en vie, il connaîtrait le secret de la caverne et il pourrait ravir ses trésors, des trésors accumulés par des générations de voleurs. Il faut que je me débarrasse de cet indésirable, et je dois agir seul. Quand j'aurai réussi, alors je pourrai recomposer ma bande de voleurs et poursuivre mes entreprises. Il se déguisa une nouvelle fois en marchand et s'assit dans les cafés du bazar pour écouter ce qui s'était passé en ville. Mais personne ne parla de la découverte d'un trésor, pas plus que du meurtre de quelques hommes inconnus. Le chef comprit comment Ali Baba avait mené son affaire et il décida d'ouvrir son propre commerce au bazar. Il inaugura son échoppe avec quelques balles des plus belles étoffes prises dans sa caverne et de l'or de son trésor. Il ne tarda pas à mener son commerce prospère et se lia d'amitié avec tous les marchands. Il les invitait chez lui ou venait se joindre à eux dans les cafés. Le hasard voulut que sa boutique se trouve juste en face de celle que tenait le neveu d'Ali Baba. Le chef, qui se faisait appeler Hussein le marchand, redoubla d'égards envers le jeune homme et parvint vite à gagner sa confiance. Un jour qu'ils étaient assis à causer de choses et d'autres, Ali Baba vint prendre des nouvelles de son neveu. Hussein le marchand le reconnut immédiatement, alors qu'Ali Baba ne put l'identifier dans son nouvel accoutrement. « Qui était donc cet homme qui te rendait visite aujourd'hui, mon ami ?»
demanda le marchand au jeune homme le soir venu. C'était mon oncle, le bon Ali Baba, qui s'est tant occupé de moi depuis la mort de mon père et à qui je suis si reconnaissant, répondit le neveu. À partir de ce moment-là, Hussein multiplia ses gentillesses auprès du jeune marchand. Il le régalait des mets les plus délicieux et l'invitait souvent chez lui. Un jour, le neveu dit à Ali Baba: « Hussein, le marchand étranger, s'est montré particulièrement attentionné à mon égard et m'a souvent invité chez lui. N'est-il pas temps que je lui rende l'appareil? Mais comment faire? Ma maison est trop petite pour que je puisse l'y inviter. » Ali Baba lui donna aussitôt un bon conseil. « Je vais t'aider. Vendredi prochain, ferme ta boutique comme le font les grands marchands et invite ton bienfaiteur à se promener afin de respirer un peu d'air frais. Puis conduis-le devant ma maison et montre-lui ma demeure. J'ordonnerai à ma servante de servir un délicieux repas. Nous pourrons alors l'inviter et je m'occuperai du reste. » Il fut fait ainsi. Le neveu et Hussein se promenèrent dans les rues et atteignirent la maison d'Ali Baba. « Voilà où habite mon oncle qui m'a aidé à monter mon commerce, » expliqua le neveu. Le chef déguisé se réjouissait intérieurement de voir que son plan allait réussir si rapidement, et il entra en conversation avec Ali Baba qui faisait les 100 pas devant sa maison. Un peu plus tard, Hussein dit: « Il est temps pour moi de prendre congé. » Mais Ali Baba n'en voulut rien savoir. « Vous êtes mon hôte aujourd'hui, vous qui avez été si bon pour mon neveu, » insista-t-il. Il fut vain de discuter. Ali Baba invita le marchand à dîner. Mais Hussein s'excusa. « Mon médecin m'a imposé une règle stricte concernant mon alimentation, et je crains de vous mettre dans l'embarras, car je n'ai pas le droit de manger de nourriture salée. »« Cela va s'arranger très facilement, » le rassura Ali Baba. « Comme ma servante prépare toujours des produits frais, il est encore temps de lui ordonner de ne pas ajouter de sel. » Et il partit transmettre le souhait de son invité à Morgiane. « J'écoute et j'obéis, » dit Morgiane à son maître, mais elle s'étonna. « Comme c'est étrange, quel invité peut bien formuler un souhait aussi inhabituel? Il faut que je voie de qui il s'agit. » Elle prépara le repas et aida le serviteur Abdallah à le disposer dans les plats et à le porter dans la salle à manger. Elle reconnut d'emblée le chef des voleurs, malgré son déguisement, et l'observant avec soin, elle vit aussi le poignard qu'il portait caché sous sa tunique. « Voilà la raison pour laquelle ce scélérat ne veut pas partager le sel avec mon maître. Il n'aurait pas le droit de lui faire le moindre mal, » pensa-t-elle. « Il attend l'occasion de le tuer, mais je vais contrarier ses plans. » Pendant ce temps, le chef attendait avec impatience le moment où les serviteurs se retireraient et où il resterait seul avec les deux hommes. Il avait l'intention de sortir alors son poignard, de tuer Ali Baba d'un coup et de s'enfuir par le jardin comme il l'avait fait la première fois. Si le neveu se défendait, il le menacerait de mort. Mais Morgiane vit clair dans son jeu, et quand le repas fut fini, elle revêtit rapidement des habits de danseuse, s'entoura d'un voile très fin et glissa un poignard dans sa ceinture. Puis elle dit à Abdallah: « Prends ce tambour et bats la mesure pour accompagner ma danse. Nous allons offrir à notre invité, en plus du festin, un divertissement agréable. » Ils pénétrèrent de nouveau dans la salle à manger et Morgiane affirma: « Maître, votre servante n'a pas de raison d'attirer les regards, mais elle voudrait cependant essayer de vous rendre cette journée plus festive encore. Permettez-lui de danser pour vous. » Le prétendu marchand rongeait son frein, mais l'idée plut à Ali Baba qui dit: « Oui, offre-nous un agréable spectacle. » Alors Abdallah se mit à battre la mesure sur le tambour, et Morgiane dansa avec tant de grâce que ce fut un véritable bonheur de la regarder. Vers la fin, elle sortit le poignard richement orné de sa ceinture et commença à jouer avec lui, le faisant virevolter en large cercle autour de son corps, le glissant sous son bras, le posant sur sa poitrine. Quand la danse fut finie, elle prit elle-même le tambour et passa parmi les spectateurs, comme le font les musiciens pour collecter un peu d'argent. Ali Baba mit avec plaisir une pièce d'or dans le tambour, et son neveu ne se montra pas moins généreux. Enfin, elle se pencha vers le marchand, et au moment où il cherchait une pièce, elle prit son courage à deux mains et lui planta le poignard dans le cœur.
Sans un cri, le marchand tomba sur le sol. Mais Ali Baba bondit et s'écria horrifié. « C'est ainsi que tu honores notre invité, infâme servante! Mais qu'est-ce qui t'a pris d'apporter le malheur dans notre maison ?» « Ce n'est pas moi qui vous apporte le malheur, » rétorqua l'esclave. « C'est lui qui est venu pour vous nuire. Vous n'avez qu'à vérifier. Dans sa ceinture se trouve le poignard avec lequel il avait l'intention de vous tuer. Voilà pourquoi il ne voulait pas manger de sel dans le même plat que vous. » Son attitude a éveillé mes soupçons, et j'ai reconnu tout de suite le faux marchand d'huile qui avait pénétré une fois déjà cette maison avec des intentions meurtrières. Je n'ai pas eu d'autre solution que de le devancer. Ali Baba examina le mort et trouva effectivement le poignard. Plein de gratitude, il s'adressa en ces termes à la jeune fille. « Par 2 fois tu m'as sauvé la vie. Je n'aurais pas pu trouver meilleure protectrice. Je veux t'offrir la liberté car ma reconnaissance est sans bornes. » Puis il se tourna vers son neveu et dit « Je te conseille de prendre pour époux cette excellente jeune fille, car elle est fidèle, intelligente et d'un esprit des plus nobles. Mais aide-moi d'abord à porter ce malheureux dans le jardin et à l'enterrer profondément dans la terre afin que personne ne sache jamais rien de ces mauvaises plaisanteries. » Quand ils se furent débarrassés du cadavre du voleur, ils attendirent quelque temps. Puis Ali Baba maria son neveu avec la jeune Morgiane et donna une grande fête en leur honneur. Il n'était pas retourné depuis longtemps dans la forêt, ni dans la caverne. Quand tout se fut apaisé, il s'y rendit un jour avec ses 3 mulets et chercha le mur de pierre. Il n'avait pas oublié les formules magiques et la porte s'ouvrit. Les trésors étaient toujours là, empilés de la même manière. Ali Baba en conclut qu'aucun des voleurs n'était plus en vie. Alors, il prit autant d'argent qu'il en avait besoin pour mener une vie agréable. Plus tard, il apprit les mots magiques à ses enfants, puis à ses petits-enfants, et tous vécurent riches et heureux.